Radio en mai. Any human power can be resisted and changed by human beings. Resistance and change often begin in art, and very often in our art, the art of words. La radio du festival. And we are all connected. Troisième émission à la minoterie aujourd'hui de cette édition 2026 du festival Théâtre en mai, et au fronton de notre indicatif, on a pu entendre les mots de la prodigieuse écrivaine américaine Ursula K. Le Guin, qui nous rappelle qu'il est possible de changer et de résister au pouvoir des humains. Résistance et changement, dit-elle, qui souvent commencent dans l'art, et précisément dans l'art des mots, celui qu'elle pratique et celui qu'on entend dans le cadre du festival. Et c'est bien notre programme aujourd'hui, n'est-ce pas Antoine ? Et oui, merci Aude. Alors le programme aujourd'hui, il est chargé. Il y a énormément d'artistes qu'on a hâte de rencontrer aujourd'hui. On va rencontrer déjà le deuxième épisode de notre série Exercice d'admiration. On entendra Laure Matisse, comédienne, qui évoque son partenariat avec Douglas Growells et son travail avec Juliette Navis. On aura également les mots de l'autrice et metteuse en scène franco-chinoise Wang Xin. Tout au long de l'émission, on aura également les lycéens de la spécialité théâtre Montchapet, Largo Joly, Manon Rouffignac et Maxence Thiebaud. Bonjour à vous, ils sont avec nous. On entendra également les mots du poète et acteur Mohamed Al-Koudoua, qui nous parle de son spectacle 3 saisons et un corps. Et puis on aura une rencontre avec Aurélia Loucher et Ito Medawi du collectif Marthe, dont nous accueillons la directrice de production Florence Vernet, avec nous également tout au long de cette 3e émission de Radio en mai. Florence, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Nous vous demandons de bien vouloir mettre Siri, Alexa, Meta, ChatGPT en mode sourdine. N'oubliez pas d'appliquer les gestes barrières. Si la milice détecte notre présence, nous devrons évacuer. Si jamais les drones s'approchent, nous vous demandons de garder votre calme, de vous saisir des capsules sous vos sièges et de les avaler pour emprunter les tunnels spatio-temporels. En 2075, le théâtre doit continuer à nous réunir malgré l'interdiction. Débranchez vos assistants perpétuels et laissez libre cours à votre humanité. Merci Maxence Thiebaud. C'est l'extrait, le début, tout début, d'une pièce que vous avez jouée cette année au Parvis Saint-Jean pour fêter les 50 ans de la création du théâtre Dijon-Bourgogne. Et vous êtes venu, Maxence Thiebaud, avec vos camarades. Racontez-moi un peu présentez-moi déjà vos amis qui sont avec vous. Eh bien, je vous présente d'abord Largo Joly, puis Manon Rouffignac, avec qui j'ai pu en effet interpréter la pièce le 22 novembre pour la réouverture du Parvis Saint-Jean à l'occasion des 50 ans. Vous êtes tous les trois pour partager cette aventure. Merci de nous avoir rejoints alors que vous êtes en pleine révision de vos épreuves de mathématiques. Vous êtes donc en première, spécialité théâtre. Vous aimez le théâtre, vous en faites, vous en ferez certainement. Et autour de ce projet, vous êtes retrouvés donc sur scène, une grande et belle scène ici à Dijon. Déjà, merci beaucoup à vous de nous avoir invités pour cette interview. Donc, je vais vous présenter 2075, une pièce écrite par Karima El-Karaz et Julie Ménard. Alors, dans cette pièce, c'est une pièce écrite en 2 parties. Donc, la première, c'est une société dans le futur qui est contrôlée par les robots et les IA.
et dont les derniers humains sont contre le transhumanisme ou pour. Alors le transhumanisme, ce sont les humains qui deviennent des IA. En fait, ils perdent leur côté humain. La pièce raconte ces 3 points de vue. Donc personnellement, je vais vous présenter un des personnages que j'ai joué, Elliot Musk. Ah, mais oui, mais faites-le, on vous écoute. Voilà, donc Elliot Musk, c'est un scientifique qui est pour ce transhumanisme, pour ce changement de la société humaine. Donc vous voyez très bien de qui est-ce qu'on fait référence quand on dit Elliot Musk. Ah bon? Oui, continuez. Et donc dans cette pièce, Elliot Musk, il a une fille. Et on se rend compte qu'il veut protéger sa fille. Mais alors, du coup, cette thématique comme ça, futuriste, elle vous parle? C'est des préoccupations que vous vivez, vous? Maxence dit oui. Et évidemment, oui, quand on suit les actualités qu'on connaît maintenant depuis quelques années, que ce soit environnementales ou même au niveau des budgets pour la culture, on peut légitimement se poser la question de qu'est-ce que ressemblera le théâtre dans les prochaines années. Est-ce qu'il gardera encore la fonction et le fonctionnement qu'il a encore aujourd'hui? On ne sait pas. Donc forcément, cette pièce fait écho à toutes les pensées qu'on peut avoir, nous, jeunes, je dirais, comédiens, apprentis, mais également toute personne qui se joint au monde du théâtre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donc, Margot, prends le micro. oui, voilà, c'est ça. Donc moi personnellement, je dirais qu'on a chacun un point de vue du futur. La pièce, elle rassemble cet imaginaire de chacun. Et c'est vrai qu'on a certains doutes sur le futur. On ne sait pas comment est-ce que ça va se passer. Est-ce qu'il faut le préserver dès maintenant? Mais vous avez peur? Moi, personnellement, je dirais que non, je n'ai pas forcément peur. Je crois en le progrès de chacun, le progrès de nous, et ce on va protéger cette culture, cet art, le théâtre. Et je pense que si on le préserve dès maintenant, si nous faisons en sorte que tout cela se passe bien, je dirais que ça ne devrait pas vraiment changer très fortement ou que ça aille dans un mauvais sens. Manon Rouffignac. Donc oui, c'est des questions qu'on se pose beaucoup, effectivement. Et on n'est pas les seuls à se poser ces questions. Tous les jeunes de notre génération, en tout cas, se la posent, parce que même dans la pièce, la deuxième partie de celle-là, les autrices ont travaillé avec des lycéens, donc pas nous en l'occurrence, mais d'autres lycéens de la région pour justement parler de leur point de vue, de leurs peurs, de leurs inquiétudes. Et donc c'est ce qu'on a interprété dans cette deuxième partie. Donc c'est vrai que la question du futur, ça peut faire peur. Mais justement, le théâtre, en tout cas pour moi, c'est vraiment quelque chose de très humain. On est là pour faire passer des émotions, ce que les IA et les robots ne vont pas pouvoir faire. Donc c'est pour ça que personnellement, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus, parce que le théâtre, ça reste vivant. Qu'est-ce que vous aimez au théâtre, Manon? Justement, le vivant, en fait, les corps, on est là pour vraiment interpréter des émotions. Enfin, en tout cas, oui, c'est ce que j'aime dans le théâtre, quand c'est vraiment très choral, lyrique, et que vraiment ça bouge, enfin voilà, que ce soit vraiment des corps qui interprètent des émotions, qui font passer des sentiments. Et c'est pour ça que je vois mal une pièce juste avec des robots vraiment pouvoir plaire au plus grand nombre. Vous aimez donc un théâtre où l'investissement de votre corps est entier et plein. C'est ça, exactement. Vous aimez danser sur scène, Oui, voilà, chanter. notamment. Oui, ça Parce peut que arriver. vous êtes une très, très belle chanteuse, mais qui aujourd'hui, malheureusement, est légèrement prise par une Par allergie les allergies au pollen, ce dues au qui, retour des belles températures, voilà, avec les inconvénients. qui nous privera peut-être, mais l'émission n'est pas finie, d'un de vos chansons préférées a cappella. Vous, Maxence, quel rôle vous aimez jouer au théâtre? Qu'est-ce que vous aimez au théâtre? Je vous répondrai véritablement tout. Je rejoins forcément Manon quant à la chorégraphie, au jeu de corps. Et plus personnellement, ce que j'aime jouer, le fait vraiment d'intégrer un personnage, de vivre un personnage, d'incarner un personnage, c'est un sentiment
unique qu'on peut ressentir seulement sur le plateau, seulement au théâtre. Et c'est ce que j'ai toujours défendu personnellement. Lorsque nous entrons sur le plateau pour incarner un personnage, nous ne sommes plus, je ne suis plus Maxence Thiebaud, je suis le personnage que j'incarne et ainsi toutes mes convictions, toutes mes pensées, tous mes problèmes de ma vie, si je puis dire, réelle, disparaissent et on se laisse emporter par une énergie unique. Et c'est ce que j'aime et que je défends particulièrement au théâtre. Largo, faisant le tour, est-ce que tu as un souvenir d'un personnage que tu as particulièrement aimé jouer parce que vous vous destinez tous et tous les trois, en tout cas, vers une carrière théâtrale? Oui, alors j'ai joué un personnage il n'y a pas si longtemps de ça et j'avais vraiment adoré. Donc Simon Marouane dans la pièce Incendie, c'était très particulier parce que je ne sais pas si vous connaissez la pièce de Wajdi Mouawad, ça fait froid dans le dos, c'est très puissant. Et j'avais adoré jouer ce personnage parce qu'il transmet une émotion et franchement, c'était très, très fort et j'ai adoré pouvoir transmettre la colère, transmettre la tristesse, transmettre le dégoût, la surprise et à tout ce public qui ne s'attendait pas forcément à voir cela. Alors, figurez-vous qu'à côté de vous et sur le plateau avec nous, Florence Vernet est directrice de production et elle s'occupe en particulier du travail du collectif dont elle fait partie, du collectif Marthe, qui présente ce soir le spectacle Vaisseau Famille, ici à la Minoterie. Alors, vous, Florence Vernet, cet amour du théâtre, forcément, vous l'avez. Oui. Est-ce que vous avez commencé par être comédienne, comme nos jeunes amis? Alors j'ai fait un peu de théâtre, comme bon nombre de passionnés de cet art, que je suis vraiment heureuse d'entendre. Je suis heureuse d'entendre ces jeunes personnes parler, s'emparer comme ça de cet art et de cet artisanat. Ça fait vraiment plaisir. Et moi, j'ai fait un peu de théâtre pour comprendre de quoi il s'agissait, effectivement, en tant qu'actrice, mais ce n'était pas du tout mon désir de poursuivre là-dedans. J'admire les personnes qui font ça, mais moi, ce n'était pas du tout mon endroit. Oui. Vous étiez à quel endroit, vous? Spectatrice dans la salle? Alors oui, avant tout, évidemment, spectatrice passionnée. Et puis après, j'ai eu envie de tester un peu de mise en scène dans mes études. Donc j'ai fait un peu de ça, évidemment, quand j'ai fait une école qui était la grande école de NS de Lyon, qui était avec une spécialité théâtre. Ah bah vous aussi, vous aussi. Il n'y a que des spécialistes de théâtre ici avec nous, tant mieux. Et on avait un très bel outil de théâtre dans cette école, donc j'ai pu en profiter pour essayer aussi un peu de mise en scène et du coup approfondir mes études de aussi cet aspect-là. Oui, alors faites partie de la jeune génération des directrices de production qui a pu faire à la fois des études supérieures. Vous n'avez pas commencé sur le terrain, vous venez pas d'une famille de comédiens, vous avez fait des études supérieures en lettres littéraires, et puis ensuite vous vous êtes spécialisé vers la gestion ou le management de compagnie. Comment c'est arrivé? Comment ça se passe? Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qui sont présentes. Ça n'existait pas il y a une vingtaine d'années. Enfin, il y a une vingtaine d'années, ça commençait. Mais il y a 40 ans, il n'y en avait pas du tout, quoi. Non, c'est vrai, effectivement. Et j'ai commencé par faire de la recherche en master. C'était passionnant, mais je trouvais que c'était un peu solitaire. Et j'avais pas envie de rester dans des bibliothèques toute la journée. J'avais envie d'être vraiment sur le terrain. Donc, j'ai commencé à faire des stages dans des théâtres, des festivals. Et j'ai commencé par travailler au Théâtre de l'Odéon pendant 1 an en stage. Et ensuite, je me suis spécialisée en Master 2 de la production théâtrale à Paris 3. Et pendant cette année-là, j'ai fait un apprentissage au 104 qui s'est poursuivi ensuite par une année supplémentaire où j'étais employée en tant qu'intermittente, où je commençais parallèlement à travailler avec des compagnies de théâtre. Et ça s'est fait un peu comme ça. J'avais envie, moi, de vivre dans du théâtre, dans des théâtres, les lieux, quoi, avec toute cette vie, l'odeur du bois, du plateau, voilà, cette atmosphère des coulisses que j'avais quand même connue, parce que je ne suis pas fille de comédien, mais je suis fille de musicienne. Donc il y avait quand même cet aspect scénique assez fort que j'avais pu côtoyer étant enfant. Donc je voulais vivre dans ce milieu-là. Et j'ai fini par trouver un endroit effectivement assez particulier
que je trouve assez intéressant parce qu'on est vraiment dans la fabrique, dans la matérialité de ce que c'est de produire du spectacle, donc de fabriquer des objets scéniques, comment ça marche, et d'être vraiment dans le concret aussi, quoi. Votre rôle, c'est de trouver des sous, des partenaires pour que les spectacles dont vous avez la charge en tant que directrice de production puissent se présenter, puissent exister même. Oui, exactement. En fait, ça commence presque 3 ans avant la première. On se parle avec les artistes des envies, en fait, des premières envies, intuitions. Ça peut être assez mouvant au début comme ça. Et à partir de là, on va essayer de voir dans quel cadre ça peut se situer, comment ça peut être viable, quels partenaires on peut réunir autour de ces projets pour effectivement que ça permette de financer des salaires, mais aussi d'être en résidence, donc de créer en fait tout simplement, et que le projet soit viable là où il doit être, c'est-à-dire il y a différents types de spectacles et il faut aussi cerner un petit peu le réseau auquel ça peut se destiner, quoi. Collectif Marthe, vous nous le présentez avant qu'on entende quelques mots, parce qu'on a réussi quand même cet après-midi à enlever 2 comédiennes, mais comment vous les présentez et, quand vous les présentez à un directeur de théâtre qui ne connaît pas leur travail, qu'est-ce que vous dites, Florence Vernet? Alors souvent, on se présente ensemble, pas forcément toutes les 5, mais au moins quelques-unes. Donc, on peut dire que ce sont 4 comédiennes qui sont issues de l'école de la Comédie de Saint-Étienne, qui se sont rencontrées là et qui ont eu envie, ensemble, de développer leur propre rôle, de s'écrire un peu leur pièce à partir des textes qui les animaient, qui leur donnaient de la matière à penser, à se développer aussi, et qui étaient en particulier des textes de théorie féministe. Donc elles se sont réunies en compagnie, disons, avant même qu'on fonde la structure de la compagnie, pour créer leur premier spectacle qui s'appelait Le Monde renversé, autour de Caliban et la sorcière de Silvia Federici. Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Et moi, je les ai rejointes peu après, au moment de la tournée de ce spectacle, quand j'ai commencé à travailler avec le bureau de production Prémisse, qui était dirigé par Claire Dupont avec Raphaël de Almeida Ferreira. Et donc, Claire a suscité cette rencontre. Elle sait très, très bien faire ça. C'est une grande artiste de la rencontre humaine dans le spectacle vivant, et elle nous a réunis, et on est depuis 7 ans quand même ensemble à travailler depuis ce moment-là. Mais comment travaille le collectif Marthe? Ça, c'est la question que nous sommes posés, que nous leur avons posée. Donc 2 des 4 comédiennes répondent à nos questions, rencontre avec Aurélia Lucher et avec Ito Medawi. Et en fait, j'ai l'impression que souvent on trouve un peu un ouvrage qui nous met d'accord et où on va commencer à travailler ensemble. Et là, pour parler de la famille, en fait, on s'est rendu compte que pas du tout. On n'arrivait pas à se mettre d'accord sur un livre, parce qu'en fait, même là, à 4, on a des modes de faire famille différents. Il y en a qui sont mamans, d'autres qui n'ont pas envie de ça. Et donc, ça passe par d'autres, par des formes de famille choisies. Il y avait certaines de nous qui avaient plutôt envie de parler de la famille d'où on vient. Donc, des choses qu'on a vécues dans son enfance. Et donc, du coup, on a vraiment multiplié plutôt. Chacune est venue avec, moi, par exemple, je suis maman, et donc je m'intéressais sur cette question plutôt de quand des fois on est mère, est-ce qu'il y a des moments où on se sent seul aujourd'hui dans les sociétés dans lesquelles on vit, où en fait où il n'y a pas des familles élargies autour de nous, il y a des groupes de support qui sont un peu à réinventer, et donc j'ai plutôt ramené des livres qui avaient sur cette question-là. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était la manière, c'était pas forcément les familles d'où on vient, mais celles qu'on se crée, donc des familles dites, de familles choisies. Comment est-ce qu'on se fabrique des nouveaux groupes, des nouvelles structures qui nous permettent aussi de pouvoir, évoluer là-dedans. Et du coup, moi, je suis venue avec un livre de Hélène Gianecchini qui s'appelle Un désir démesuré d'amitié. Qui re-questionne aussi ces liens familiaux et filiales, et qui ne sont pas forcément des liens de sang,
Voilà, dans ce livre, elle retrace l'histoire de Donna Gottschalk, qui est une photographe américaine qui a été oubliée et là qui a eu du coup des expositions récemment aussi grâce à Hélène Gianecchini, notamment au Bal à Paris. Et elle prend cette femme qui a beaucoup photographié, un peu comme Nan Goldin, ses amis, sa communauté. C'est une femme lesbienne. Et du coup, voilà, moi, ça m'a intéressée aussi de savoir qui est-ce qu'on met dans sa famille. Est-ce que les gens avec qui on a vécu, mais avec qui de qui on s'est séparé, mais avec qui on entretient encore des liens, qui sont-ils? Et est-ce que les termes utilisés et employés pour définir les personnes sont les bons? Et quels termes on crée? Et puis il y a comment on raconte son histoire de famille. Et vous dites que vous inspirez de l'autrice féministe de science-fiction, Ursula K. Le Guin, et sa théorie de la fiction panier. Racontez-moi cette fiction panier à deux voix, Aurélia Lucher et Ito Medawi. Alors effectivement, on parle pas mal dans notre méthodologie de travail de la fiction panier de Ursula K. Le Guin. C'est en fait ce qui nous intéresse dans cette histoire de la fiction panier, c'est qu'elle dit il y a à la fois une histoire des hommes préhistoriques qui a été vraiment une histoire masculine de la découverte des armes, la découverte du feu, qui a comme un espèce de grand récit historique qui arrive à ce moment-là. Et elle dit, mais en fait, avant ces récits guerriers, il y a le fait au départ est le sac, le contenant à histoire. Et enfin voilà, et du coup elle parle plutôt de poches qu'on transporte et qui transportent des histoires, et c'est vraiment, pour nous c'est intéressant parce que c'est un renversement féministe de aussi repenser des histoires plutôt par des petites histoires, plutôt par l'intime, mais qui qui crée une nouvelle. Nous c'est vraiment une des choses qu'on recherche dans notre travail, qui est un travail féministe de rechercher d'autres sources, de revisiter des périodes de l'histoire ou que des choses qu'on ne connaît pas, quoi. Et en fait, du coup, c'est aussi la manière de construire des narrations, c'est-à-dire qu'elle parle aussi du fait que du coup, les narrations sont automatiquement avec un crescendo et à la fin avec quelqu'un qui gagne. Et que du coup, si on prenait l'histoire différente des personnes qui vont chercher des petites baies dans les bois et qui les mettent justement dans leur sac, est-ce qu'elle dit voilà, c'est chiant, en fait personne ne veut entendre ça, mais en fait est-ce que si on les prend d'une autre manière, est-ce que c'est pas aussi intéressant plutôt que d'avoir une fin avec des vainqueurs, en effet des récits guerriers, d'avoir une espèce d'acmé à la fin, de pouvoir voir comment ça se fait que s'il y a plein d'acmé à plein de moments, qu'est-ce que ça construit comme narration en gros? Radio en mai. La radio du festival. Voilà, on en sait un peu plus sur les méthodes de travail très riches du collectif Marthe. Ça doit être stimulant dans le bureau, Florence Vernet. C'est des discussions incessantes. Et la littérature, c'est aussi un des domaines que vous aimez aujourd'hui. Ce qu'on observe dans le milieu professionnel du théâtre, c'est une génération comme la vôtre. Vous avez une trentaine d'années. Oui. Et on voit que vous travaillez non seulement avec ce collectif, vous faites part de ce collectif, mais vous travaillez également à différents projets, et voire même vos projets personnels. C'est-à-dire qu'un métier se définit par une activité assez riche, multiple, et qui se complète sans s'exclure. Racontez-moi un petit peu votre côté. Vous êtes aussi presque auteur, autrice. Oui. J'ai écrit quelques textes qui commencent à être édités, des nouvelles là, qui ont été publiées récemment, et puis un roman qui va paraître en septembre. Mais c'est vrai que, en fait, moi j'aime bien les parcours avec plusieurs aspects comme ça. On voit des danseurs boulangers ou des éditeurs photographes. On peut dire productrice écrivaine. C'est un peu, ça m'intéresse d'allier différents rythmes, différents types d'activités, des choses très collectives, très concrètes, et puis d'autres plus introspectives et plus créatives d'une certaine manière, même s'il y a évidemment beaucoup de créativité à mettre en jeu aussi à l'endroit de la production, en fait.
et que j'aime bien abolir un peu ce type de frontières qu'on peut mettre, surtout en France, en fait, avec des catégorisations. Et en fait, ça s'enrichit tout ça, je trouve. Oui. Moi, ça me porte d'avoir une activité vraiment collective et très, très concrète comme ça, avec des challenges quotidiens, voilà, dans le réel, quoi. Et puis une activité créative vraiment pour moi, quoi, à côté. C'est un bon équilibre, je trouve. J'aime beaucoup. Alors, il est, je vais me poser une question, mais j'y répondrai plus tard avec toi, Antoine. On coupera ce petit passage. Il est très accompagné, lui aussi. C'est un artiste qu'on a eu la chance de rencontrer l'année dernière au festival Théâtre en mai. On l'avait invité dans notre radio, Mohamed Al-Dawa. Et aujourd'hui, en fait, ces retrouvailles, on l'a vu, le poète, on l'a vu, l'écrivain, on l'a vu, l'artiste palestinien originaire de Gaza, présenter au Consortium son spectacle 3 saisons et un corps. C'est 1 heure tendue, émouvante. C'est 1 heure perlée de gestes vifs, de mots tendres. Rencontre Mohamed Al-Dawa. Racontez-moi un petit peu. L'année dernière, on s'est rencontrés à Radio en mai. Vous nous aviez récité un de vos poèmes. Que s'est-il passé depuis? Beaucoup de choses ont changé. L'année dernière, j'étais un poète et aujourd'hui, je suis acteur et poète. Avec cette nouvelle pièce, 3 saisons et un corps. Et en fait, il s'est passé beaucoup de choses cette année. J'ai énormément appris à travailler au sein du système français, avec un énorme soutien du TDB, qui est producteur principal de ma pièce. C'est vraiment énorme tout ce qu'on a porté ensemble autour de cette pièce. Cette année, vous faites partie d'un programme intitulé Pause. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Le programme Pause, c'est un programme qui est en place depuis maintenant un peu moins de 10 ans. Ça a été conçu au départ en collaboration avec le Collège de France pour les artistes syriens en exil. Et au début, c'était uniquement réservé aux scientifiques. Et là, ils viennent de l'étendre aux artistes. Et c'est vraiment un programme conçu pour que les artistes puissent travailler avec différentes infrastructures et plusieurs lieux différents en France. Mais ce n'est pas un soutien qu'on peut demander en tant que personne physique. Il faut impérativement avoir une compagnie ou une structure pour être intégré au programme. Et dans mon cas, c'est grâce au TDB. Vous recevez des soutiens, mais vous apportez également votre soutien au moment du spectacle. Il a été dit, juste avant le spectacle, qu'une partie de la recette de votre spectacle serait donnée à un collectif belge qui s'appelle Fazila Collectif. Alors, expliquez-moi. Alors, Fazila, c'est un collectif qui est basé en Belgique. C'est un nouveau collectif. Et je me suis dit, ok, moi je suis un artiste, eux c'est un nouveau collectif. Je connais une partie des gens qui travaillent là-bas, je les connais de Gaza, je connais leur travail. Et là maintenant je sais qu'ils sont basés en Europe depuis peu. Et c'est moi qui leur ai proposé une collaboration avec des artistes. Comme ça au moins cette boucle ne s'arrête pas. Et c'est pas juste, ok, on m'aide, je prends l'argent et puis après terminé. Non, au moins on crée des nouvelles collaborations. With Fasila now they are preparing for a residency for writers. Et donc maintenant, Fazila organise des résidences d'auteurs. Ils organisent plusieurs événements à caractère artistique, des rencontres, des débats autour de films palestiniens. Et là, ils sont en train d'organiser une nouvelle résidence qui va avoir lieu en France. Alors, vous avez déjà publié en 2022 un premier roman. Aujourd'hui, on vous retrouve au Théâtre Dijon-Bourgogne, à Théâtre en mai.
en tant qu'acteur, mais aussi auteur d'une pièce qui est intitulée 3 saisons et un corps. Et c'est une pièce en forme de boucle. Les premiers mots sont dits en arabe, comme toute la pièce d'ailleurs. Et ces premiers mots qui ouvrent la pièce sont aussi les derniers mots de la pièce. Et ces mots disent « Quand je suis née, je n'ai ni crié ni pleuré, je souriais d'être venue au monde. » حين ولدت لم أصرخ ولم أبكي كنت أبتسم أني قد أتيت إلى الحياة بعدما فشلت أمي بالتخلص مني لم تكن تريد لحملها أن يستمر والآن بعد عقدين من الزمن ليتها نجحت Alors même que ma mère avait tenté en vain de se débarrasser de moi. Elle ne voulait pas que sa grossesse arrive à terme. Et maintenant, 2 décennies plus tard, si seulement elle avait réussi, peut-être l'aurais-je rendu coupable de ma mort. Et je sais qu'elle aurait porté ce fardeau, parce qu'elle est une mère. Là, vous nous en avez dit un peu plus. Vous êtes allé plus loin, vous souriez au monde. Par contre, votre mère, elle hésitait à donner naissance à un enfant. Comme je le dis dans mon texte, elle ne voulait pas d'un autre enfant. Ça faisait trop pour elle. Mais j'étais suffisamment fort pour venir dire bonjour au monde. Et en fait, au début de la pièce, je dis le poème en entier. Et à la fin, je ne dis qu'une partie, parce que la deuxième partie du poème, c'est sur ma mère. Mais la première partie, c'est pas seulement sur moi, ça parle de tous les Palestiniens. Et donc, je voulais pas terminer le texte de façon égoïste sur mon histoire personnelle. Je voulais terminer en parlant de la vie des Palestiniens en général. Du fait que on ne pleure pas en naissant, on vient dire bonjour au monde, même si le monde n'a pas forcément envie de nous voir naître. Et donc dans les étapes d'écriture et de création, je cherchais vraiment à faire cette différence. Même si c'est le même début, voilà, la fin diffère. Elle ne parle pas de moi, elle ne parle pas de Mohamed, elle parle des Palestiniens en général. Vous avez grandi à Gaza, vous avez déménagé plusieurs fois, vous avez quitté Gaza. Cette pièce de théâtre, 3 saisons et un corps, raconte votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il signifie ce titre, 3 saisons et un corps? 3 saisons et encore, c'est la meilleure traduction que j'ai trouvée. Parce qu'en fait, en arabe, on dit fasoul. Et fasoul, ça a plusieurs significations très différentes. Quand je dis fasoul, ça peut être des chapitres, des saisons, ça peut être des cours. Ça peut vraiment avoir des significations très différentes. Et quand je les traduis en français, j'ai choisi saison parce que c'était ce qui se rapprochait le plus de ce dont j'avais besoin. Mais le titre en arabe a en fait une signification beaucoup plus large. Ça parle d'école, ça parle d'enfance, ça parle de saison. Et en fait, pour le titre en français, j'ai choisi vraiment de mettre en valeur l'absence d'une saison. Parce qu'en Palestine, on n'a pas de printemps. Et pour le corps, en fait, ça parle plutôt de comment le corps peut se souvenir de certaines choses que la mémoire n'arrive pas à se rappeler. Je peux me souvenir de certains moments, je peux en parler, mais mon corps refuse de se souvenir. Et puis par moments, mon corps se souvient, mais il n'y a pas de mots, c'est silencieux dans ma tête, il n'y a rien. Il y a juste mon corps. Donc c'est pour ça qu'on a construit la pièce comme ça, pour impliquer le corps comme une mémoire vivante. C'est donc un long poème visuel que vous faites sur scène, Mohamed Al-Gdawa, avec votre corps, avec vos mots, en musique, un poème que vous partagez avec nous. Il y a une séquence très belle, où vous dessinez au sol
sur le tapis du théâtre à la craie, le souvenir de votre quartier. C'est un enfant qui vous demande ce dessin et c'est à la craie, ça va s'effacer, c'est léger. Et vous vous dites que vous avez peur de dessiner car vous avez peur désormais de dessiner une ville qui n'existe plus, un quartier qui n'existe plus et de ce fait de vous heurter au vide. When this text been constructed, it was more with a lot of conversations with Maël. On a construit ce texte à la suite de longues conversations avec Maël Poésie, parce qu'on a travaillé ensemble sur la dramaturgie, sur comment écrire, comment traduire cette scène, la façon de l'écrire. Et après, on a travaillé la mise en scène avec Martha. Et l'idée, c'était vraiment de rendre le texte simple, très visuel. Et puis, il y a cette question que j'ai posée à tous les artistes palestiniens avec qui j'ai été amené à travailler dans des résidences. De quoi te souviens-tu de ta rue ? Et même là, je pourrais vous demander, est-ce que tu te souviens de la rue où tu habites ? En fait, le fait que vous soyez en sécurité de rentrer chez vous chaque jour, vous ne faites pas attention forcément à l'endroit où sont placés les arbres, parce que voilà, vous y allez tous les jours, alors vous ne vous concentrez pas sur les détails. Récemment, j'ai fait un voyage en Italie. Au contraire, là, je me concentre sur les détails parce que je sais que c'est temporaire. J'ai logé dans une rue à Naples, je peux vous dire exactement quels étaient les magasins et où ils étaient placés. Mais la rue dans laquelle je vis à Dijon, non, je crois que je sais même pas comment elle s'appelle. Donc c'est un peu comme ça qu'on construit la mémoire. En fait, vous avez l'habitude de vous rendre quelque part, donc vous n'avez pas besoin de vous souvenir de tous les détails. Et un jour, j'ai eu une grande discussion avec un ami sur l'endroit où on travaillait ensemble. Et en fait, on se disputait, on était là, mais non, c'est dans telle rue, attends, mais non, rappelle-toi, c'était pas cette rue-là, c'était l'autre. Et ça nous a permis de nous rendre compte de ce dont nous nous souvenions réellement, de ce que notre mémoire pouvait réellement se souvenir. Je ne m'attendais pas à ce que ma maison soit bombardée. Donc quand elle a été bombardée, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il y avait dans ma rue ? Et je ne pouvais pas me souvenir. Et dans ma pièce, je parle de ce petit garçon, Mahmoud, qui a 6-7 ans. Il avait le droit de jouer dans la rue, contrairement à moi, comme je le raconte au début de la pièce. Donc, grâce à sa mémoire, je peux reconstruire le souvenir de mon quartier. Comme il est très jeune, il a peu de souvenirs. Mais moi, j'allais en boîte de nuit, à l'université, j'allais travailler, j'allais à l'école. Je suis plus vieux que lui, donc j'ai plein de souvenirs des lieux où j'avais l'habitude d'aller, alors que lui ne se souvient que de notre quartier. Donc sa mémoire peut dessiner le quartier, mais moi, non. Désolé, je ne peux pas t'aider. J'ai tant d'autres souvenirs à reconstruire. Trois saisons et un corps au consortium, Mohamed Al-Kdawa. Retour plateau avec vous, cette histoire assez inspirante, incroyable. Il est fort jeune également, il a une vingtaine d'années, vous en avez 16, 15, peut-être, Largo Joly, Manon Rouffignac et Maxence Thiebaud. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en scène dans votre vie pour les autres ? Quelle histoire vous parle ? Une histoire personnelle, une histoire empruntée à d'autres auteurs ? Maxence Thiebaud. Eh bien, je vous répondrai que j'ai plein d'idées. Je tiens maintenant depuis à peu près 2 ans un ouvrage avec toutes les idées un petit peu que j'aimerais voir un jour être mise en scène, être sur un plateau.
toutes ces idées que j'ai forcément dans des situations totalement, j'aimerais dire, improbables, en classe ou dans la rue. Et j'aimerais vraiment baser toutes ces histoires en mise en scène sur l'humanité et la vision que j'ai, qui est assez large de l'humanité, mais en même temps complexe. J'aime beaucoup forcément tous ces sujets de quiproquos et de prise de position qu'on peut tous ressentir, que ce soit dans des amitiés ou dans d'autres situations où parfois deux camps peuvent se créer. Et ce sont des situations qui peuvent malheureusement parfois virer au drame. Également, forcément, toutes les histoires de la petite enfance au niveau amoureux, les histoires d'amour qui nous marquent, qui nous forgent. Et également, Vous en gardez des souvenirs encore vifs, présents? exactement, oui, c'est une part de ma vie. Donc évidemment, cela joue dans ce que j'ai envie de montrer, dans ce que j'ai envie d'exprimer. Et j'ai également aussi des idées de réadaptation d'auteurs plus largement connus. J'ai par exemple Andromaque, que j'aimerais beaucoup mettre en scène, et même également de films, de comédie musicale en particulier. Je parle évidemment de La La Land, que j'aimerais beaucoup un jour mettre en scène sur un plateau, un petit peu retravailler tout ça. Ah oui, vous avez des projets ambitieux. Et vous, Manon Rouffignac, qu'est-ce que vous vous imaginez mettre en scène si c'était la demande que se présenter comme ça? Si je disais, allez, moi je suis votre directrice de production, je suis moi aussi, Florence Bernet, en place de vous aider pour votre projet. Donc une pièce, une commande ou une pièce déjà écrite Ce que vous voulez. Est-ce que vous avez envie de mettre en scène un projet oui, personnel? Oui, je vais un peu rejoindre Maxence aussi. Je trouve que les deux points de vue, en fait, c'est intéressant, pardon. Donc ça, de créer vraiment une pièce avec ses souvenirs, ses expériences. Mais Vous aussi, notez, vous aussi, un petit peu votre vie, les choses de votre vie qui se présentent? Oui, aussi, ça m'arrive également. Et donc, je trouve ça intéressant justement de mettre ses émotions sur un plateau et de les partager au plus grand nombre. Vous n'avez pas peur de raconter votre vie? Non, du tout. Mais je trouve ça aussi intéressant, justement, de reprendre d'autres œuvres, d'autres auteurs et autrices. Comme ça permet vraiment de voir les différents points de vue, les différentes idées d'autres metteurs en scène. Et on peut être parfois surpris parce que nous, on ne l'aurait pas imaginé comme ça ou quoi. Mais donc, ça peut donner à des belles surprises. Par exemple, nous, on est en train de monter un projet en ce moment. Et Le poids des fourmis de David Paquet. Et donc, on a pu voir à l'occasion de Rendez-vous très tôt une autre mise en scène faite par des collégiens. Et c'est vrai que c'était intéressant parce qu'on voyait qu'on avait des idées similaires et des idées complètement différentes, même dans les coupes du texte. Et donc, ça apporte vraiment d'autres expériences et d'autres jeux, images de la pièce. L'argot. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez créer si la possibilité se présentait ou pas la nuit avant de vous endormir? Est-ce que vous rêvez d'une mise en scène de vous-même ou d'amis sur le plateau, Largo Joly? Alors oui, j'ai beaucoup d'idées et il y a surtout une œuvre en particulier que j'aimerais vraiment beaucoup mettre en œuvre, c'est L'étranger d'Albert Camus. Je trouve que cette œuvre, elle représente énormément de choses et je me reconnais parfois dans le personnage de Meursault. Et c'est justement beaucoup de choses que j'aimerais critiquer. Donc je rejoins Maxence et Manon sur le fait que moi aussi, quand je vois des choses, je note, je me dis, mais ça c'est incroyable, ça c'est horrible, je note, ça me donne des idées. Et par exemple, donc, pour L'étranger d'Albert Camus, j'ai plein d'idées. Et c'est vrai que... Qu'est-ce qui vous touche dans ce livre? Qu'est-ce qui me touche dans ce livre, c'est le fait qu'il soit jugé pour être inhumain, alors que fait, c'est juste qu'il ne ressent pas forcément les mêmes émotions que tout le monde. Et c'est un sentiment que vous partagez?
C'est ça, exactement. Vous voyez seul sur scène ou vous avez déjà des options, besoin profitez-en, hein, Florence Vernet est avec nous. J'exagère. J'aimerais vraiment faire ça avec des amis à moi, par exemple, si je peux faire ça avec ma troupe donc là, de spécialité théâtre, ce serait vraiment génial qu'on puisse organiser ça ensemble, qu'on se donne plein d'idées autour d'une table, telle musique, telle lumière à tel moment, voilà, quel décor est-ce qu'on utiliserait, tout ça. Voilà, vous êtes 3. Figurez-vous que dans le spectacle de l'autrice et metteuse en scène Wang Jing, c'est aussi une histoire de 3 personnes. Le spectacle s'intitule Moi, elle au pluriel. Et c'est 3 femmes de générations d'origines différentes, Chine, Mali, Iran. Et Wang Jing explore comme ça les relations pour chacune d'entre ces femmes entre la mère et la fille. C'est un spectacle qui est un peu comme une danse, un peu comme un récit où elles se tiendraient la main, elles se croiseraient, elles se soutiennent. Ces 3 interprètes, c'est Bao Yelou, Tishou Minatakane et Alice Kudlak. Et au plateau aussi, il y a un musicien qui joue de la musique en même temps qui fait résonner en fait, en quelque sorte, à la fois leurs pas et leurs mots. Et je vous propose d'écouter une rencontre rapprochée avec l'autrice chinoise de son texte qui est en français. Wang Jing nous explique. La relation avec ma mère était complexe. Et le fait de la perdre, c'était quelque chose que j'ai jamais préparé. J'ai jamais pensé que ça va arriver quand j'étais vraiment jeune. Mais c'est vraiment un malheur familial, personnel. Donc j'ai décidé de partir. Revenons à votre mère. Elle était stricte. Oui. Elle était très stricte. Ouais. Elle vous destinait plutôt à une carrière musicale, violoniste. Au début, oui. Au début. Elle a pensé parce que j'étais très jeune, j'avais vu un violon, j'ai dit que j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire du violon, j'avais 4 ans. Et ma mère dit que c'est toi, tu as choisi. Tu sais, quand tu avais 4 ans, tu ne savais pas vraiment. Et donc elle était très stricte, elle a voulu que je réussisse certaines choses. Je suis devenue maman, j'ai commencé à la comprendre. Parce que les générations de mes parents, ce sont une génération qui a connu vraiment des grandes mutations de la Chine. Donc, leur enfance, ils ont frotté sur la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont connu la révolution culturelle. Ils n'ont pas pu faire les études comme ils le souhaitaient. Donc, c'était vraiment une école pour les transitions de pouvoir aussi politiques. Je pense qu'on dit que c'est une génération qui a beaucoup perdu, mais c'est une génération très solide mentalement. Et c'est aussi la Chine qui s'est retrouvée très faible à l'époque. Quand le Parti communiste a pris aussi le pouvoir, la Chine était très pauvre. C'était une Chine divisée, envahie, qui a connu la Deuxième Guerre mondiale, envahie par le Japon. C'était une Chine qui a connu massacre monstrueux. Une ville, 360 000 personnes sont massacrées par les Japonais. Nankin, massacre de Nankin. Donc c'est vraiment une Chine avec plein de blessures. Quand tu es né dans cette époque, il y a certainement l'empreinte de l'époque sur toi. On ne peut pas s'échapper de notre époque, quoi que ce soit, en tant qu'individu. Bien sûr, mes parents, ils souhaitent que je puisse avancer. Je pense que ma mère, ce n'est pas vraiment la réussite sociale qui tient, mais c'est quelqu'un qui est... Depuis son enfance, elle travaille bien, elle était bien. Et puis vu que ma grand-mère était institutrice d'école, la directrice aussi de l'école, elle a beaucoup souffert pendant la révolution culturelle. Je pense que ma mère a quelque chose qu'elle n'a pas pu vraiment avoir dans son enfance. Je ne savais pas pourquoi elle était si stricte, mais elle m'a dit toujours que je ne suis pas assez bien. Mais c'est certainement, en plus de leur génération, j'ai l'impression que nos parents ne savent pas vraiment parler correctement avec les gens. Parce qu'ils sont nés dans une époque, ils ont grandi dans une époque avec la révolution culturelle. Donc, on dénonce les gens qui se dénoncent, les gens qui se marchent dans la rue quand on était jeunes, les cartes rouges. Une partie de leurs camarades qui ne deviennent pas cartes rouges. Donc après, bien sûr, on réfléchit. Donc la Chine a connu vraiment une époque, on se autocritique de cette époque.
Je pense qu'il y a une partie de ma mère qui s'est réveillée, tout ça, mais je pense que c'est tellement complexe, je ne peux pas dire que c'est vraiment ça ou ça. C'est tellement complexe qui est relié à chaque famille. Mais par exemple, j'ai des camarades à l'université, ses parents n'ont jamais frappé une fois, jamais. Et moi, j'ai cru qu'on était tous grandis avec un peu de violence physique. Mais non. Huang Jing qui nous a fait confiance, nous a donné son témoignage, sa vie, c'est un peu à côté de son théâtre. C'est pas comme ça que ça parle dans son théâtre. Il y a des métaphores, il y a des histoires, il y a des paraboles. Le théâtre, c'est factice aussi. C'est le lieu peut-être le plus factice qui puisse exister. Florence Vernet, vous écrivez, vous êtes directrice de production. Le témoignage nous vient d'un ailleurs, une autre génération. Qu'est-ce qu'on peut penser de votre génération aujourd'hui? Vous avez donc, je disais, une trentaine d'années, vous faites différents métiers, vous avez mille et une compétences. On parlait de 2075, le théâtre du futur. Comment vous le voyez un peu, le théâtre, qui le connaissait bien de l'intérieur pour plusieurs raisons? Comment ça va? Ça va bien? Les gens vous écoutent? Vous avez assez d'argent pour monter vos projets? Est-ce qu'il faut tous avoir 3 boulots pour pouvoir vivre et finir la fin du mois? Ou est-ce que c'est plus une question de curiosité qui vous mène à avoir différentes activités? Quelles sont vos craintes et quels sont vos espoirs dans ce métier, dans cette profession? D'abord, je trouve que ce qui est bien ici, c'est qu'on a plusieurs générations réunies et du coup plusieurs points de vue. Et ce que j'ai entendu très fort aussi dans ce témoignage, c'est quand elle parlait du fait qu'on ne peut pas échapper à son époque. Je trouve qu'aujourd'hui, on sent ça très fort parce qu'on est à un moment tellement anxiogène. Enfin, c'est vrai qu'on peut se poser toutes sortes de questions pour l'avenir. En même temps, on sent qu'on est à un tournant où peut-être des choses peuvent radicalement changer, qui sait. Et ça, c'est assez passionnant, je trouve. Et le théâtre, justement, permet, j'ai l'impression, de s'évader un petit peu temporairement de l'époque pour la questionner et prendre du recul, voir ce qui paraît évident, ce qui, en fait, pourrait être questionné. Et par exemple, avec le spectacle que vous allez voir ce soir, on traverse toutes les époques, enfin beaucoup d'époques depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui et même le futur, pour voir comment le modèle familial dans lequel on est aujourd'hui en fait, peut être historicisé d'une certaine façon. Et ça fait du bien aussi parfois de prendre ce recul-là. Oui, le spectacle, c'est Vaisseau famille du collectif Marthe. Voilà. Et par la fiction aussi, que je travaille d'un autre point de vue. Là, c'est pour la première fois, j'ai testé d'écrire de la science-fiction. Et ça m'a fait du bien aussi de me projeter, parce que finalement, aujourd'hui, c'est compliqué, je trouve, de se projeter. D'imaginer les générations d'après. C'est une sorte de prouesse. Et l'écriture permet de prendre ce temps et de s'extraire un petit peu du moment pour justement tenter des pistes d'autres mondes possibles qui nous donneraient plus envie, peut-être, que celui d'aujourd'hui. Oui, c'était un peu le projet d'ailleurs de Karima El-Karaz et de Julie Ménard, c'est de se dire finalement on va se projeter dans le futur. Et dans le futur, on a eu des œuvres par le passé qui se projetaient dans le futur et qui n'étaient pas forcément positives. Le futur, c'est aussi une menace. Oui, alors oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté catastrophiste parfois dans les spectacles qu'on peut voir. Ça fait partie peut-être de la catharsis du moment. Mais il y a aussi d'autres spectacles qui donnent à rêver des choses qui ne sont pas du tout présentes pour l'instant, ou des fictions. Et ça fait toujours plaisir, je trouve. C'est une autre temporalité dans laquelle on peut plonger. Et c'est très riche. Le théâtre permet vraiment ça. La lecture et toutes sortes d'arts, évidemment. Vous observez, comme moi, qu'il y a beaucoup sur les scènes de France, en tout cas depuis 5-6 ans, beaucoup de récits personnels, de témoignages, de théâtre de narration, de documentaire, qui est un mouvement qui revient cycliquement à peu près tous les 20 ans. C'est pas nouveau, il y en a eu. Le théâtre aussi est victime de certaines modes. Oui, je pense qu'il y a plusieurs modes en même temps qui cohabitent. L'autofiction, on n'est pas étrangère au milieu du théâtre, elle est présente beaucoup dans la littérature. Je pense qu'il y a quand même un peu de science-fiction aussi, ça c'est assez plaisant, je trouve.
Et puis, le documentaire, ça traverse finalement les époques, parce que depuis les années 80, je ne sais pas si ça s'est vraiment arrêté, et même avant. Et même avant. Même avant, c'est sûr. Donc, finalement, il y a dans cette richesse-là, plein de choses à apprendre, quoi, je pense. Et voilà, vos propos sont salués par un feu par d'artifice. un petit divertissement sur la place en face de la minoterie. On lance des pétards de joueurs, on célèbre le théâtre et tout de suite on ferme la porte avant que ça nous tombe dessus. C'est le dernier épisode qu'on va entendre à présent. Antoine à la technique, à la réalisation, Antoine Berry-Roger. C'est le dernier épisode de notre série qu'on a intitulé Exercice d'admiration, faisons du théâtre ensemble, soyons heureux d'en faire ensemble. On a posé la question cette fois-ci à Laure Matisse, qui est une comédienne tout à fait étonnante, et elle évoque son travail et notamment le plaisir qu'elle a à découvrir le jeu de Douglas Crowell, avec lequel elle joue dans le spectacle Pedro de Juliette Navis. On écoute, on tend l'oreille. Moi, si je dois parler de ma relation à Juliette Navis, c'est quelqu'un qui voit des choses que je ne vois pas, qui du coup est capable de m'emmener dans des endroits de jeu, des terrains inconnus que je ne soupçonne même pas avoir. Donc je la crois pas en plus au départ. Elle est obligée de me dire si tu vas y aller, tu vas voir, ça va bien se passer. Aussi, je parlerai beaucoup de l'humour, puisque c'est sa grande force, c'est qu'elle arrive à parler de choses extrêmement ténues, pointues, difficiles, avec toujours l'humour qui est une porte d'entrée merveilleuse, et le rire, c'est aussi une façon de raisonner avec le monde, comme les pleurs. Et je pense que quand on est une femme actrice, on a beaucoup moins facilement accès, en tout cas moi, à son humour, à son côté burlesque. Et Juliette, elle m'a vraiment donné ça, quoi. Et je ne joue plus pareil depuis que j'ai travaillé avec elle, notamment sur Céline. À la fois, elle cadre énormément, elle donne beaucoup de matière, elle nous laisse jamais dans le vide. Parce que l'écriture de plateau, ça peut parfois être ça, et ça peut être très vertigineux et très douloureux. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire de votre compagnon de jeu dans cette dernière pièce, Pedro ? Douglas, je le connais depuis très longtemps, et sans vraiment le connaître, en vrai, il a une folie que moi j'envie beaucoup. Je dirais, il a une folie que moi j'arrive à atteindre quand Juliette m'emmène, mais pas toute seule. Et lui, par exemple, il m'a aidé à écrire une scène dont Juliette a eu l'idée dans Céline. Bon, je ne vais pas la raconter là, mais... Et parce qu'il était là, il m'a ouvert la porte, j'ai pu rentrer dans une zone un peu complètement de dinguerie. Et après, c'est génial de jouer avec lui parce que y a une confiance et une admiration, je pense, mutuelle, qui fait que on s'élève mutuellement, en fait. On s'emmène mutuellement dans des zones qu'on ne ferait pas si c'était quelqu'un d'autre que lui. Et voilà. Et on rit beaucoup, et beaucoup de joie. Moi, j'ai beaucoup de joie à travailler avec Douglas. Et c'est ainsi que s'achève notre émission, 3e émission Radio en Mai, alors que les portes de la minoterie sont en train de coulisser pour laisser passer l'air frais de cette soirée d'été à Dijon. Merci à tous les 3 lycéens, comédiens futurs. On vous souhaite tout le meilleur pour votre carrière théâtrale. On scrutera évidemment la rentrée littéraire pour voir quel éditeur a publié Florence Vernet. Mais demain, nous serons encore à Dijon, Antoine, et en très bonne compagnie d'ailleurs. Absolument, Aude. Demain, pour cette dernière émission, déjà la dernière émission de cette édition de Théâtre en mai 2026, on rencontrera Liora Jacotet qui viendra, avec une partie de son équipe, nous parler du spectacle Sans Ulysse. On aura aussi Camille Constantin da Silva, alias Gilda, qui nous fera le plaisir d'être avec nous. On rencontrera Guillaume Caillet avec son créateur sonore Antoine Briot qui viendra nous parler de Nos empereurs, vie et mort d'Armand Lamarque. Et puis Claire Barabès et Kevin Keiss, auteurs associés au TDB, nous présenteront Nos lieux éphémères dans le cadre de la soirée des auteuristes.
Radio en mai, un projet imaginé et produit par le Théâtre Dijon-Bourgogne en collaboration avec Making Waves. Radio en mai, la radio du festival.